Revue de presse Olivier Delagarde, c'est la première question de l'année pour les journaux. Mais à quoi s'attendre pour 2024 ? Je crois me souvenir que nous nous étions posé la même question l'année dernière. Peut-être bien, et celle d'avant également. C'est un rituel, quasi invariable en début d'année. Le Figaro y va d'ailleurs de gaieté de cœur. En gros titre, inflation, emploi, croissance. À quoi il faut s'attendre en 2024 ? Et le journal expliquait doctement que les économistes s'attendent à une décrue de l'inflation, que les taux d'intérêt devraient baisser, mais que la croissance va rester anémique, d'où une remontée du chômage. Le risque numéro 1 pour l'économie sera la géopolitique, affirme aussi Le Monde, qui a ressorti sa boule de cristal. L'an prochain, 60% du PIB mondial seront concernés par des élections et aucune région ne sera épargnée, rappelle-t-il. Élections européennes en Inde, au Royaume-Uni, à Taïwan dans quelques jours, mais surtout, bien entendu, aux États-Unis en novembre. Oui, 2024 sera même l'année américaine, écrit Lucie Roquebin dans l'éditorial qu'elle signe dans Les Échos. Des élections qui scelleront même l'avenir de la planète tout entière, que Donald Trump retrouve la Maison-Blanche. Et c'est le sort de l'Ukraine, du Proche-Orient et plus généralement de la sécurité mondiale qui s'en trouvera bouleversée. L'Europe doit se préparer à un retour de Donald Trump, ajoute-t-elle. Voilà, vous lirez donc tous ces papiers qui vous expliquent à quoi devrait ressembler cette année qui commence. Mais les Échos font aussi chose assez rarissime dans notre profession, un acte de repentance. Parce qu'Yves Bourdillon a relu l'article que son journal publiait il y a un an. Et soyons honnêtes, écrit-il, nous ne nous sommes jamais autant trompés. Nous pensions que l'Ukraine pouvait gagner la guerre, que l'Iran peinerait à réprimer la révolution des femmes, que les Américains tourneraient la page Trump, que le Turc Erdogan serait en difficulté et que la France gagnerait la Coupe du Monde de rugby. Bref, nous avons eu tout faux et de reprendre à son compte, non sans humour, cette maxime de Pierre Dac. Le jeu des prévisions est difficile, disait-il, surtout quand elle concerne l'avenir. Alors la France n'a donc pas gagné la Coupe du Monde de rugby, mais peut-elle briller lors des Jeux Olympiques ? Eh bien, peut-être, Dimitri, et c'est le deuxième acte de contrition du jour. Libération, qui n'est pas loin s'en faut, le dernier à dézinguer régulièrement Paris 2024, trop macronien, pas assez écolo. Libération explique presque un peu dépité que l'on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise. Le journal qui tout d'un coup reconnaît que la France sera prête, que les ouvrages olympiques seront livrés dans les temps, que le réseau de transport se renforce et que les médailles pourraient bien tomber comme à Gravelotte. Dans le Parisien, journal pour le coup nettement moins Jeux olympico-sceptiques, Joli. Amélie Oudéa-Castéra espère aussi des Marseillaises à s'en crever les tympans. La ministre des Sports, qui depuis des mois martèle qu'il n'y a pas de plan B pour la cérémonie d'ouverture, signale tout de même au passage que s'il devait y avoir un scénario extrême avec des attaques terroristes dans les semaines qui précèdent, alors bien sûr, on serait capable d'alternatives. Mais question, Amélie Oudéa-Castéra sera-t-elle encore ministre des Sports dans quelques jours ? Bon, la question ne lui est pas posée, Dimitri, par le Parisien. De toute façon, elle n'en sait rien, pas plus que ses petits camarades du gouvernement. Ce qui est sûr, en revanche, c'est qu'en ce début d'année, les rumeurs de remaniement repartent à fond de train, surtout depuis que l'Élysée a annoncé que le premier conseil des ministres de l'année, qui devait avoir lieu demain, est repoussé d'une semaine. Dans le Figaro, Louis Osalter a recueilli les confidences d'un proche d'Emmanuel Macron qui esquisse avec certitude un grand mouvement au gouvernement. Alors, avec ou sans Elisabeth Borne, that is the question, comme disait l'ami Shakespeare, le journal signale en tout cas que une fois n'est pas coutume, le président, durant ses vœux télévisés, a remercié chaleureusement Elisabeth Borne. Reste à savoir si elle ne va pas maintenant la remercier tout court. D'autres qui, en ce début d'année, sont sur des charbons ardents, les responsables des services secrets israéliens. Ah oui, parce que la liste de leurs bourdes ne cesse de s'allonger, écrit Pascal Brunel, le correspondant des Échos à Tel Aviv. 2 mois avant le 7 octobre, un informateur palestinien avait communiqué la date, le mode opératoire et les lieux de l'attaque du Hamas, mais il n'a pas été jugé fiable. Le renseignement militaire israélien avait aussi mis la main sur un manuel de l'organisation terroriste détaillant l'assaut, mais sans le prendre au sérieux. Bref, là aussi, il y a du remerciement dans l'air. Mais on va terminer cette première revue de presse de l'année par un baiser, Dimitri. L'une des plus célèbres galoches de l'histoire de la photo. Je veux bien sûr parler du baiser de l'hôtel de ville de Robert Doisneau. Absolument.
Anissa. Ce cliché pris au printemps 1950 à Paris, qui semble saisir deux amoureux en train de s'embrasser fougueusement en pleine rue. Je dis semble parce que cette photo que l'on a longtemps pensé avoir été prise sur le vif fut en fait le fruit d'une mise en scène. C'était Life Magazine qui avait commandé à Douaneau un reportage sur les amoureux à Paris. Le photographe avait alors embauché deux figurants aperçus dans un café. Ils ont posé dans différents endroits de la capitale, mais c'est leur baiser rue de Rivoli, devant l'hôtel de ville donc, qui allait faire le tour du monde. Lui s'appelait Jacques Carteau, il était apprenti comédien. Elle, c'était Françoise Bornet, qui était aussi élève au cours Simon. Ils étaient vraiment amoureux à l'époque. Ah, c'est ce que j'allais vous demander, oui. Même Quand si même. cela n'a pas duré. Pourquoi est-ce que je vous raconte tout ça ? Bah oui. Eh bien parce que dans le Parisien, Yves Jéglé nous apprend que Françoise Bornet est décédée le jour de Noël. C'est un peu triste parce que cette marraine en quelque sorte de tous les amoureux parisiens est morte seule. Elle avait 93 ans. Alors en souvenir de Françoise et puis parce que c'est la nouvelle année, permettez-moi de vous envoyer ce baiser. Oh, C'était bah, un vrai, hein, Oui, celui-là. c'était un vrai bisou. Merci Olivier Delagarde. Et on